On fait beaucoup moins de bébés, nettement moins d'un coup. En France, c'est une chute vertigineuse puisque les derniers chiffres de l'INSEE ont été publiés cette semaine. 1,68 enfants par femme. On rappelle qu'il en faut 2,1 minimum pour ne serait-ce que renouveler les générations. Pourquoi les Français ne font plus de bébés ? J'ai envie de dire pourquoi dans le monde entier, sauf peut-être les continents africains, mais je veux dire que ce soit en Russie ou au Japon, où c'est dramatique, vraiment dramatique. Alors, jusqu'à présent, la France faisait figure d'exception, oui. Notamment vis-à-vis de nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, où les femmes, effectivement, avaient beaucoup plus de mal à concilier le travail, les enfants. Elles faisaient des enfants beaucoup plus tard, elles en faisaient beaucoup moins, mais la France était une sorte de poche de résistance, ça n'est plus le cas. On va voir si ça persiste ou pas, mais peut-être avec cette prise en compte, les choses vont freiner, changer, pourquoi pas. Et en particulier parce que, encore une fois, la cause principale des difficultés, c'est le report de l'âge pour avoir des enfants. Mais pour faire des enfants jeunes, il faut être en confiance, il faut être aidé. Et il y a une possibilité importante de prendre en compte cette thématique de la parentalité avec le travail. Et donc les mesures qui peuvent faire accepter les parentalités pendant le travail sont très importantes. Ensuite, la promesse d'Emmanuel Macron d'un nouveau congé, les 6 mois, congé de naissance de 6 mois, mieux rémunéré. Ça vous paraît, par rapport à ces personnes que vous rencontrez, pouvoir être une bonne réponse ? Oui, je pense que ça peut être pas mal parce que souvent les couples ont besoin d'être ensemble. Et puis pour l'enfant, c'est bien. Et puis ça dure moins de temps. 3 ans, ça éloigne effectivement le congé, ça éloigne du travail. Alors que là, ça permet quand même de le reprendre. On voit bien autour de nous, et je crois qu'il y a des exemples qui sont pas très loin, si j'ai bien compris, de femmes qui ont beaucoup d'enfants, enfin beaucoup d'enfants, 3, 4. J'ai bien compris, que vous me regardiez, oui. Oui, je vous regarde il parce que je suis au courant. Il est de notoriété publique que j'ai effectivement 4 enfants. Voilà, et que vous travaillez. Donc il y a des conditions qu'il faut offrir pour favoriser. Il faut informer tout ce qui peut faire baisser la fertilité. Et puis, il faut, professeur, vous le disiez, et je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce point, il faut être en confiance. On sent bien que la situation à la fois économique, écologique aussi, il y a cette inquiétude de l'avenir. Et ça reporte l'âge auquel on se dit, bon, finalement, peut-être quand même un enfant. Et à ce moment-là, il est parfois trop tard. Ben voilà, vous avez résumé la situation. Alors après, quand on est confronté à des vrais problèmes d'infertilité, bien, il faut développer des techniques nouvelles pour essayer de leur offrir une solution. C'est ce que j'ai essayé de reprendre dans le livre, c'est-à-dire de parler de ce qui nous attend. Pas de ce qui s'est passé, mais la plupart des choses qui sont soit en tout début, comme la greffe d'utérus par exemple, ou bien d'autres techniques comme le clonage, ou bien la possibilité de créer des gamètes, ou bien, parce que c'est ce qui va arriver, on va pouvoir créer... C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, docteur ? Écoutez, tout est bon et tout est mauvais. Je veux dire par là que c'est bon selon la façon dont on va utiliser. Ça peut être mauvais parce que comme dans tout ce qu'on fait, dans toutes les découvertes, tous les progrès, il peut y avoir des dérives. D'où la nécessité d'abord de connaître. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu cette information. Et d'autre part, d'être vigilant. Qui doit fixer les lignes rouges ? Est-ce que ça doit être la politique, justement ? Emmanuel Macron, il promet un grand plan contre l'infertilité. Jusqu'où faut-il aller ? Ben, je pense que la société a besoin de s'exprimer sur son avenir et sur ce qu'elle tolère ou ne tolère pas. Il y a des choses qui sont délétères pour les enfants à venir, il y a des choses qui sont délétères pour les gens qui participent à des combinaisons un peu audacieuses pour faire un enfant. C'est quoi une combinaison audacieuse ? Ben, je veux dire par là, c'est le recours... Je vais vous prendre des exemples. Parce qu'il faut voir le problème à l'échelle mondiale. Vous avez un homme qui veut un enfant seul et qui a 3 mères porteuses, pour au moins qu'il y en ait une qui marche, pour faire plaisir à sa maman. Vous avez une femme qui veut qu'on lui mette 8 embryons et qui a 8 octuplés, prématurés évidemment, très prématurés, parce que ce sont des... Il ne s'agit que de cas... réel, hein. Ce que vous me dites là, ce sont des cas avérés. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ou bien de vouloir être la mère presque de l'enfant de son fils. Parce que celui-ci est décédé, qu'on peut congeler le sperme et faire porter cet enfant. Comme c'est le cas d'une actrice célèbre espagnole. Donc voilà, il y a des combinaisons qui n'existaient pas. En un mot, aujourd'hui, il n'y a plus la maman unique qui résume tout. Il peut y avoir une femme qui donne des ovocytes,
une femme qui donne des mitochondries, une femme qui porte l'enfant, une femme qui va l'élever. Donc la maternité peut être éclatée. Et dans tout ce qui est dit, et ce qui s'annonce, on va parler peut-être tout à l'heure du biobag. C'est quoi le biobag? Pardon, je ne sais même pas ce que c'est que le biobag. Oui, c'est pour ça. C'est bien. Le biobag, c'est un sac en plastique dans lequel on peut mettre un nouveau-né tout petit, trop petit pour être pris en charge par les néonatologistes, et on peut, par une circulation extracorporelle, essayer de le faire survivre. C'est une sorte de couveuse reliée au ventre de l'enfant, de la mère? Non, pas reliée au ventre, non, reliée à une machine, et c'est une espèce d'ultra couveuse. Alors, il y a trois équipes dans le monde qui travaillent dessus, en particulier aux Pays-Bas. Et je veux dire, c'est un problème. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des découvertes ou des avancées, entre guillemets, il faut les évaluer. On n'est pas sûr que ce soit souhaitable, parce que si ça laisse trop de séquelles, il ne faut pas y aller. Mais en même temps, on peut s'imaginer qu'une femme de 42 ans, dont c'est le seul enfant, et elle accouche à 5 mois, on ne peut rien faire pour l'enfant, peut-être que c'est la solution. Vous voyez, on a des questions techniques et des questions éthiques. La PMA est autorisée en France, y compris pour les couples de femmes. La GPA, en revanche, n'est pas autorisée. Est-ce que vous estimez qu'il faudrait aller jusque-là, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut s'arrêter à la PMA? Non. Personnellement, je suis contre la GPA parce que je trouve que c'est la commercialisation du corps de la femme et son utilisation et son aliénation. Parce que c'est pas rien de porter un enfant et de s'en séparer parce qu'on a signé un contrat financier. Alors, d'aucuns pensent que oui, ça c'était avant, c'était la commercialisation mondiale. Que ce serait même vieux jeu, c'est une expression qui a d'ailleurs été opposée à Emmanuel Macron pendant la conférence de presse. Est-ce qu'au fond, il n'avait pas une vision un peu vieux jeu de la famille, de l'autorité, de l'école? Je crois qu'on a tellement déjà bousculé les choses qu'il vaut mieux stabiliser un peu et voir comment les choses évoluent, et surtout que la GPA, comme on dit, éthique qui a été proposée, mais elle n'existe nulle part. Ça fait 25 ans que des endroits, des pays font la PMA, mais elle est toujours commerciale, par définition. Elle sera toujours commerciale. Le rêve d'une GPA éthique, c'est binounours. Voilà. Je parlais du mot réarmement qui a été utilisé par Emmanuel Macron. Il y a une réponse à effectivement une souffrance de beaucoup de couples qui aimeraient avoir des enfants et à qui peut-être toutes ces techniques vont leur permettre en effet avec ce plan contre l'infertilité d'avancer. Mais il y a aussi derrière ce mot réarmement presque quelque chose de il faut faire des combattants pour la nation. Certaines voix féministes se sont élevées. Anne-Cécile Maillefer de la Fondation des femmes dit « Laissez nos utérus tranquilles ». Qu'est-ce que vous dites à ça, docteur? Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre, encore une fois, la position personnelle et la position sociétale. On a besoin de montrer qu'il y a des facteurs qui sont négatifs pour la fertilité, c'est pas la peine de rentrer en plein dedans, mais ça ne veut pas dire aussi une injonction personnelle. Ceci étant, pourquoi j'ai appelé le livre de cette façon, la tyrannie de la reproduction? Parce que, vous voyez, tout ce qui va se développer, et c'est important parce que le biobag ou d'autres, je dirais, par exemple, renforce l'idée que tout est possible. Et que donc, finalement, je peux attendre parce que j'ai vu dans les journaux People qu'une telle était enceinte alors qu'elle avait dépassé l'âge habituel. Et donc, ça sera possible. Et la science va apporter une réponse. Or, ce n'est pas vrai. Et le fait de croire que c'est possible amène à penser qu'on a un droit à l'enfant. Mais que dire à ces couples? Mais écoutez, dire à ces couples qui viennent vous voir et qui effectivement parfois sont peut-être plus âgés que la période la plus féconde de leur vie? Alors j'ai envie de dire qu'il faut d'abord le dire avant, ça fait partie de l'information bien entendu. Et puis alerter, dire attention. D'autre part, encore une fois, j'insiste, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Vous savez, mais c'est dur à entendre. Mais bien sûr, mais des fois ça soulage. Des fois ça soulage. Parce que je veux dire, à force de faire... C'est ça la pression. C'est encore l'injonction dont vous parlez. Oui, c'est-à-dire je vais pas arrêter, je vais encore faire un traitement qui est jamais simple parce que ça peut c'est un parcours du combattant, parce que c'est un parcours de souffrance, y compris pour les couples. Exactement. Donc je veux dire cette pression est importante à dire, on ne peut pas tout. Et vous savez, il y a une étude d'ailleurs que je rapporte dans le livre, qui est que sur 6000 couples qui ont été étudiés lorsqu'ils rentrent dans le parcours fertilité, il y en a 50% qui vont réussir en fécondation in vitro et autour, 11% en adoption, 11% naturellement, parce que de temps en temps il y a des bonnes surprises, heureusement, et puis 25% vont rester... De l'ensemble vont rester sur le carreau. Donc l'échec... Ils vont rentrer chez eux sans enfants. Eh bien oui, donc il faut aussi... je dirais, accepter qu'il y ait dans notre société des femmes et des hommes qui ne souhaitent pas d'enfants, c'est leur choix, on ne va pas les
changer, au contraire, il faut les respecter. Par contre, je dirais, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, et jusqu'à briser je veux dire, son équilibre. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en consultation en tant que médecin, je vois, si vous voulez, des gens qui s'acharnent, l'acharnement thérapeutique, je dirais. Les médecins ont du mal à dire non, à dire non, faites peut-être autrement, vivez autrement, ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de cette énième technique, parce que pour plein de raisons. Et je pousse à ce que le médecin reste à sa place de conseil, de son opinion, de son analyse, pour accompagner au mieux les couples. Et parfois, c'est de dire, écoutez, vous avez fait le maximum, mais on n'y arrivera pas.